Voilà, retour sur ce plateau pour le décryptage de différentes informations. La principale reste le coup d'État déjoué le dimanche dernier au Bénin, juste après ce acte ou cette initiative de quelques militaires. L'unité nationale se ressent. Plusieurs soutiens au président de la République. Alors, Hugues Hector Zogo, bonjour, vous êtes déjà sur ce plateau. En attendant l'arrivée de cette Atemi, comment apprécier... Bonjour d'abord. Bonjour Carole, Saluez les téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour également aux auditeurs et aux internautes qui nous suivent en direct. Alors, comment apprécier, disais-je tantôt, la réaction de la population béninoise et tout ce soutien de toutes les couches sociaux, professionnelles du Bénin au président de la République, Patrice Talon? Alors, nous sommes au 10 décembre, le 10 décembre étant une date très importante dans l'histoire du monde entier et aussi dans l'histoire de notre pays. Déjà, 10 décembre 1948, nous avons eu la chance d'avoir l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU. Donc, ça fait exactement 77 ans que cette Déclaration des droits de l'homme a été proclamée. Donc, je formule mes bons voeux à tous ces activistes des droits de l'homme qui sont sur notre territoire national et qui s'évertuent pour que les droits humains puissent effectivement être respectés chez nous au niveau de notre territoire. Et le 10 décembre, c'est également une date mémorable pour notre pays parce que vous le savez très bien, c'est la date à laquelle le roi Béhanzin est mort à Blida. Donc ça fait pratiquement 119 ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'il nous a quittés. Donc nous portons nos bons voeux à l'endroit de son âme, que de là où il se trouve, il puisse continuer par veiller sur notre nation. Alors revenons à votre question, c'est tout à fait normal. Vous savez, le dernier coup d'État que nous avions connu dans notre pays, ça date de 1972 avec le général Mathieu Kérékou. Et depuis lors, on n'en a plus connu. On n'en a plus connu parce que beaucoup se sont investis pour que nous puissions quand même connaître une certaine stabilité. Même s'il y a par moments des tentatives de coups d'État qui se prennent, dans les faits, réellement, on en a connu il y a très, très longtemps. Et quand on s'est retrouvé en février 1990 pour la conférence des forces vives de la nation, les délégués qui se sont réunis à l'hôtel PLM avec Legio, après avoir travaillé pendant une dizaine de jours, après avoir proclamé la souveraineté donc, de la conférence, de tous les actes qui ont été pris, il faut dire essentiellement qu'on retiendra que nous avons tourné effectivement dos donc, au coup d'État pour le simple fait que la conférence des forces vives de la nation recommandait à travers les actes de la conférence que les militaires puissent retourner dans leur caserne, parce que la place des militaires se retrouve dans les casernes. Et depuis lors, donc depuis 1990, où on a eu plus tard le premier président du renouveau démocratique en 1991, donc le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Après, on a eu le général Mathieu Kérékou qui est arrivé une seconde fois, donc ce qui n'a pas permis au président Nicéphore Dieudonné Soglo de faire 2 mandats. On a eu le docteur Thomas Boni-Yahi qui a eu la chance de faire 2 mandats constitutionnels. Et puis là, on a eu le président Patrice Talon qui s'est retrouvé à faire le premier mandat. Et c'est au cours de son second mandat, pratiquement à quelques mois donc, de la fin de son 2e mandat constitutionnel, que le 7 décembre dernier, nous avons malheureusement eu vent donc, de ce coup de force militaire. Et donc, ce coup de force militaire, est-ce que c'était le vœu des populations béninoises? Vous vous rendez compte qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Les citoyens béninois n'étaient pas du tout engagés dans cette dynamique-là.
Ils étaient même surpris. Ils étaient surpris donc d'apprendre qu'il y a eu un coup d'État. N'eût été la déclaration qui a été faite sur la SRTB de façon officieuse, je vais dire, on n'aurait même pas pu comprendre qu'il y avait un coup de force militaire dans notre pays, parce que c'était impensable. Les conditions ne le permettaient pas du tout. Quand on regarde un peu les autres États au niveau desquels les coups d'État s'organisent, le Bénin, en réalité, ne remplissait du tout pas ces conditions-là, parce qu'on est même en période électorale. Le chef de l'État, au cours de son dernier mandat constitutionnel, a travaillé pour que nous puissions comprendre effectivement qu'il était en train de partir. Déjà, il a donné les instructions pour que la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale puisse verrouiller un peu cet article-là qui pouvait quand même laisser croire des confusions et tout ce que vous savez, parce que généralement, quand les chefs d'État sont à la fin de leur deuxième mandat constitutionnel, on a l'impression qu'ils sont animés d'une envie, d'une volonté manifeste de toujours continuer de rempiler. Et donc, le président Patrice Talon a tout fait pour que la majorité présidentielle arrive donc à voter, à réviser la Constitution et pouvoir insérer un des articles suivant lesquels nul de son vivant n'a le droit de faire plus de 2 mandats en tant que président de la République. Donc, à partir de ce moment-là, le débat était clos. C'est vrai qu'il y avait certains sceptiques qui n'y croyaient pas du tout, mais quand on s'est retrouvé le 31 août et au réveil donc de ce dimanche, la majorité présidentielle nous a fait comprendre qu'il y avait déjà le choix porté sur celui qui allait remplacer le président de la République. Ça a été l'apothéose. Parce que certains sceptiques se disaient, est-ce que le président va vraiment partir? Avec les nombreux chantiers ouverts dans le pays, les différentes réformes institutionnelles, tout ce qu'il a pu entreprendre, est-ce qu'il va laisser tout ça et partir? Donc c'était surtout cette crainte-là qui se nourrissait au niveau de certaines personnes. Mais la majorité présidentielle a démontré qu'en réalité, quand il y a une constitution dans un pays, il faut pouvoir la respecter. Donc le président Patrice Talon, ayant manifesté, ayant fait savoir, que ce soit au cours de rencontres officielles avec les différents corps de la société ou même au cours de tête-à-tête à huis clos, il a toujours rappelé qu'il partirait. Effectivement, il est dans cette démarche-là. Et donc le peuple béninois, à un moment donné, a eu la certitude que le président Patrice Talon ne ferait pas un 3e mandat. Et donc, même quand vous en parlez, on vous dit, bon, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Parce qu'on a finalement eu le dauphin. Vous voulez dire que c'est ce qui justifie en réalité ce soutien que nous constatons? Ça a été un élément fondateur de ce soutien-là que nous avons pu avoir au niveau des populations béninoises. Et autre chose, on peut se permettre aussi de dire que quand il y a eu, avec les différentes réformes que le chef de l'État a pu mener à la tête de notre pays, c'est vrai que dès qu'on parle de réforme, il y a toujours des personnes qui sont réfractaires parce qu'on a été habitué à un certain nombre de comportements. Donc changer du jour au lendemain, ce n'est pas chose aisée. Vous vous rappelez très bien qu'en début du mandat, du tout premier mandat du chef de l'État, avec les 2 premières années, c'était assez difficile parce qu'on n'avait pas été habitué à ce mode de gouvernance-là. On a eu la chance de connaître plusieurs chefs d'État, certes que ce soit un peu avant la conférence nationale ou même à partir de la conférence nationale, mais le style de gouvernance, avec Patrice Talon, c'était tout à fait autre chose. Donc les 2 premières années ont été des années un peu difficiles pour les Béninois. Il fallait faire des réajustements parce que de tout temps, on était resté à nous intéresser aux questions politiques sans pouvoir aller vers le second volet développé au niveau de la conférence nationale qui était le volet économique. Donc quand le président Patrice Talon, lui, il est un opérateur économique et donc il comprend un peu comment est-ce que le système économique fonctionne dans le monde entier. Et donc quand il a été élu, il a voulu axer un peu plus son mode de gouvernance sur l'économie. Et les 2 premières années ont été très difficiles pour bon nombre de compatriotes. À partir de la 3e année, on a commencé par prendre le rythme
vous rappelez de cette fameuse phrase où il nous demandait de serrer un peu les ceintures. Et c'était sa manière à lui d'amener les Béninois à pouvoir se dire, oui, on est en train de vivre une sorte de révolution. Et donc, dès la 3e année, quand les populations, les citoyens béninois ont commencé par constater les chantiers ouverts, qui ont commencé par prendre corps, les grands chantiers, je dirais, parce que avec lui, il y a eu plus de grands chantiers. On n'en avait pas souvent connu dans notre pays. Et puis, la manière dont les chantiers aussi étaient réalisés, ce n'était pas des choses auxquelles on était habitué. Quand vous prenez une route, par exemple, vous vous rendez compte qu'on réalise une première partie au moment où les populations circulent librement avec la deuxième partie. Alors qu'entre-temps, on bloquait pratiquement tous les passages. Et donc, le style, c'est un autre style. Donc, quand les Béninois constatent ça, quand ils voient ça, ils se disent, mais un chef d'État qui s'est autant investi en termes de branding, la destination Bénin a été assez vendue à l'international. Plusieurs milliards de nos francs ont été investis pour mieux vendre l'image de notre pays. Et donc, quand un chef d'État fait tout ça, et que vous-même, vous avez les résultats, vous voyez combien de touristes, par exemple, viennent au Bénin, ne serait-ce que l'activité de Vodun Days, qui a fait une première année inaugurale, et puis après, on a eu droit à la toute première édition, donc bientôt la deuxième édition donc, de Vodun Days. Quand vous regardez le nombre, il y a eu l'année inaugurale, qui était l'année 0, et puis la première édition, donc c'est la deuxième édition qui sera faite maintenant. Donc en trois ans, on a deux éditions du Vodun Days. Et donc quand vous regardez le nombre de touristes qui affluent vers notre pays, même quand il ne s'agit pas de cette période de fête-là, le nombre de touristes qui viennent pour chercher à découvrir nos richesses au niveau des départements de la Takora, de la Donga par exemple, quand vous regardez tout ça, c'est de la devise pour le pays. Et vous voyez les infrastructures hôtelières, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc les Béninois se disent, mais qu'est-ce qui peut pousser des militaires à se mettre dans un coup pareil? Donc les populations sont restées, les citoyens béninois sont restés chez eux parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans ce qui a été fait. Alors, Seth Atemi, bonjour, bienvenue. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je demandais tantôt à Hugues Hector comment apprécie-t-il cette réaction de la population béninoise face à ce coup d'État déjoué ou manqué. Et au-delà de votre lecture à vous, Seth Atemi, je voudrais savoir pourquoi cet événement renforce apparemment la cohésion sociale aujourd'hui au Bénin, puisque nous le constatons, des soutiens même des membres de l'opposition affluent, et je trouve que ça dénote d'une cohésion sociale dans le pays, malgré la période électorale que nous traversions. Alors, pourquoi cet événement rassemble? Je commencerai par un proverbe qui court les rues habituellement. On dit souvent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La chose qui nous unit le plus au Bénin, c'est un état de paix, un état de stabilité. Et avoir un coup d'État nous sort entièrement de cela. Il y a bientôt 50 ans, ou même au-delà, je dirais, depuis 1972, on n'a plus connu de coup d'État dans ce pays. Et tous ceux qui l'ont vécu par le passé savent ce que cela résulte. Un coup d'État, c'est l'arrestation de l'État de droit, c'est un recul économique, c'est repartir à zéro. Si vous entendez un tout petit peu ce que le groupe qui a mené cette tentative a déclaré à la télévision, vous vous rendez compte que tout s'arrête pour que tout puisse recommencer. Ce n'est pas facile de pouvoir recommencer. Et puis, il y a le risque que s'il y a un putsch, un coup d'État,
il y a le risque qu'on puisse facilement basculer dans un état de violence, où la stabilité n'est plus là, où la paix n'est plus là, exactement, où on pourrait virer à la dictature. Et ce sont des souvenirs que les Béninois ont dans leur tête et qui ne leur rappellent pas du tout de très belles choses. Donc rien qu'à se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu par le passé, quand il y avait eu ces moments d'instabilité, je dirais politique, économique, ils préfèrent rester dans l'état où ils sont actuellement, où malgré qu'il y a un serrage de ceinture, on arrive quand même au minimum à avoir sa pitance quotidienne. Donc quand je regarde ça seulement, je me dis, il vaut mieux qu'on s'unisse, que tous puissent se lever, saluer le fait que nous avons manqué de peu de virer à ce drame-là et souhaiter, prier pour que Dieu puisse préserver la paix qu'il y a au Bénin, préserver l'unité nationale autour de la paix, parce qu'il ne faut pas se tromper. Cette unité nationale, cette cohésion nationale que vous êtes en train d'avoir actuellement, c'est autour d'un seul idéal, la paix, un état de paix. Parce que s'il n'y a pas d'état de paix, il n'y aura pas d'élection. En janvier, il n'y aura pas d'élection. En avril, les gens ont intérêt qu'ils puissent avoir des élections, qu'on puisse avoir une alternance et que le pays puisse continuer à prospérer dans cet avancement vers le développement qui a déjà été amorcé. Donc pour moi, cette cohésion nationale autour de la salutation, du coup d'État déjoué, de la paix qui a été préservée. De la dénonciation plutôt, du coup d'État déjoué, vous voulez dire? Dénoncer un coup d'État qui a été, oui, dénoncer le coup d'État qui a été déjoué, oui, c'est juste ce que vous dites. Dénonciation de la tentative même de vouloir faire un coup d'État en ce moment-ci, parce que, comme le disait Hugues tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un état, nous ne sommes pas dans une situation où on a besoin d'avoir un putsch. Pas du tout. Le président qui est là a dit qu'il partait. Tout démontre qu'il part. Nous avons une situation économique qui est plus ou moins stable. Nous avançons petitement, même si nous n'arrivons pas à avoir tout ce que nous avons l'habitude d'avoir par le passé. Donc, ça va. Il n'y a pas de situation au niveau des... Péril en la demeure, comme non, on le dit. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas péril à la demeure. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait un coup d'État? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un tel recul en arrière? Parce que faire un coup d'État, c'est un grand recul. Il suffit juste d'observer ce qui se passe dans les pays où ça a pu se faire dernièrement. Vous vous rendez compte que même s'il y a une sorte d'instauration d'un nouveau courant ou d'une nouvelle idéologie, il y a un vrai recul. Des problèmes se créent. C'est un peu comme si vous avez une maison et que vous décidez un jour de prendre un grand véhicule et de faire tomber un pan de votre clôture. Alors, je reste avec vous, cet Artémis, peut-on penser aujourd'hui que tout ce qui se passe aujourd'hui vient renforcer la légitimité du président Patrice Talon au sein de la population béninoise? Ah, c'est gros ce que vous demandez là. C'est vraiment gros. Légitimité du président Patrice Talon. Loin de moi, la volonté de vous mettre en difficulté. Non, je m'en sortirai. Légitimité du président Patrice Talon, est-ce qu'elle a jamais été mise en cause? Puisqu'ici, on s'en révèle seulement aux élections de 2021. Elles ont été effectuées. Il y a un président qui a été déclaré gagnant, c'était lui. Donc, sa légitimité, jusque-là, tout va bien. Si vous me parlez plutôt de l'empathie que les Béninois ont pour lui du moins, de la ferveur qu'il crée quand il sort, ou du fait que le populisme, encore qu'il n'est pas fan de populisme, le populisme à son actif a diminué ou est en train de grimper à cause de ce coup d'État, je dirais que mal lui va bien. Parce que on dit parfois qu'à quelque chose, malheur est bon. Et cette fois-ci, la victime, c'est lui. Et vous savez, le Béninois, à la base, quand il rencontre une personne qui a été victime d'une chose, il se trouve rempli d'empathie. Il se dit, ah tiens, celui-là, il a failli partir. Il faut le soutenir, il faut l'aider. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le Bénin est en train de démontrer, en fait, ce qui est sa sociabilité, ce qui est de son domaine, je dirais, socio-anthropologique. Nous sommes un pays de culture. Nous sommes un pays dans lequel, quand vous rencontrez une personne qui est dans la difficulté, vous êtes dans le devoir. Pas dans le droit, dans le devoir de le soutenir, de lui dire, ah, t'aider, comme on le dit. Vous comprenez? Donc c'est exactement ce qui est en train d'être arrivé. Nous avons une personne qui a failli être victime et en partir, on dit, ah, attention, il faut le soutenir. Et en plus, quand vous observez bien, dans ce coup d'État, nous avons des compatriotes qui sont partis. Je prends seulement le cas de Dame Bada.
Madame Berthe Bada, voilà, exactement, qui est partie parce qu'elle soutenait son époux. Elle n'a pas lâché son époux. Elle était on va dire, dans le combat avec son époux. Elle en est partie. Quand on prend seulement ce cas-là, on se dit, écoutez, il faut soutenir ces personnes-là qui vaillamment ont défendu la patrie, parce que c'est la patrie qui a été défendue, et qui ont réussi à maintenir notre drapeau debout. Et aujourd'hui, il faut leur donner du soutien. Et heureusement ou malheureusement, je trouve que les personnes dont on est en train de parler, autant le chef de l'État que tout le reste, se trouvent être du côté des personnes qui ont failli être des victimes et qui aujourd'hui sont célébrées comme des héros de ce coup d'État manqué. Alors, Hugues Hector Zogo, la même question pour vous. Est-ce que tout ce qui se passe actuellement augmente, il m'a reproché le mot légitimité, la popularité du chef de l'État, je dirais donc, auprès de la population béninoise? Non, je ne pense pas que ce coup d'État ait augmenté la quote-part du chef de l'État. Bien au contraire, ce coup d'État est venu juste nous faire désillusionner. Nous étions dans l'illusion. On avait le sentiment que le président Patrice Talon était si impopulaire. On avait le sentiment que c'était le chef de l'État le plus méchant, dont le peuple ne pourrait à aucun moment nourrir une certaine empathie. Alors qu'en réalité, les Béninois aiment ce qu'il fait à la tête de notre pays. Et donc, ils l'ont démontré à travers 2 ou 3 gestes assez forts. Le premier signal, c'est tous restons chez nous. Question de coup d'État, ce n'est pas les civils qui règlent les questions de coup d'État. C'est l'institution armée qui gère. Nous avons des généraux en qui nous faisons confiance. Le chef de l'État a des généraux avec qui il travaille et par conséquent, on laisse cette institution-là prendre le devant et gérer. En fait, quand vous analysez très bien la situation du dimanche dernier, vous vous rendez compte que ces hors-la-loi, ces assaillants, n'ont pas étudié la psychologie des Béninois. Ils n'avaient en réalité pas grande notion de notre contexte sociologique. Pour eux, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Burkina, où dès qu'un capitaine se met à la télévision nationale pour faire une déclaration, demander à ce que les populations se mettent dans la rue, ils s'attendaient à ce que le même scénario se passe. Parce qu'ils savent que dès que ce scénario-là se produit, la conséquence, c'est que ça va être très difficile pour l'armée loyaliste de pouvoir se retrouver au front. Parce qu'au front, il y aura à la fois les assaillants et il y aura à la fois nos compatriotes qui, peut-être de bonne foi, se sont retrouvés dans la rue par question de curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, dès qu'il y aura affrontement, on va parler de suffisamment de civils qui auraient perdu leur vie. Et ça aurait été à l'heure active parce que ça va créer de soulèvements. C'était en fait le schéma dans lequel ils étaient. Fort heureusement que les Béninois sont des citoyens engagés qui aiment leur pays. Donc le premier acte, comme je le dis, qui a démontré la fierté d'appartenance, c'est déjà ce premier signal. Le deuxième fait, c'est que tous les compatriotes étaient restés en union de prière pour le président de la République. Même quand le ministre de l'Intérieur avait apparu sur les écrans de la télévision nationale, donc au niveau de la SRTB, pour partager le tout premier message officiel du gouvernement, beaucoup étaient en union de prière pour le président de la République. Et il y avait une certaine inquiétude qui se vivait. Mais quand ils ont vu le chef de l'État apparaître, se retrouver, quitter sa résidence pour se rendre au palais de la République, donc au niveau de son lieu de travail, tous se sont dit, voilà le chef de l'État que nous avions élu. Il méritait effectivement d'être notre président de la République. Donc il y avait de l'euphorie. Vous sentez dans des quartiers des applaudissements au moment où le président de la République prenait la parole. Et troisième élément, c'est le lendemain.
Dans quel pays vous avez appris qu'il y a eu un coup d'État et déjà dès le lendemain, la vie reprend normalement? Ça ne peut qu'être au Bénin. Avant même le lendemain, même le jour. Avant même le lendemain. Quelques heures. La parce vie avait que repris. j'étais au boulot. J'étais au boulot. C'est Et j'étais sur l'édition du journal télévisé. Exactement. Juste quand je venais, on n'avait aucune affluence sur la voie. Les On ne voyait pratiquement pas de Béninois devant sa maison. Mais lorsque tout le monde a reçu le message du ministre, au retour, toutes les voies étaient pleines de véhicules. J'ai eu la chair de poule, vous savez le pourquoi? J'ai eu la chair de poule parce que vous êtes en train de relater ce que nous avions ce que j'ai vécu. Voilà, ce que vous avez pu vivre. J'ai eu la chair de poule parce que ce que vous avez dit, c'est assez fort. C'est-à-dire que quand le ministre de l'Intérieur est apparu et a laissé son message, le message qu'il a laissé, c'est au nom du gouvernement béninois. Et donc, si les Béninois, à un moment donné, ont pu faire confiance au ministre de l'Intérieur à partir de la déclaration qu'il a eu à faire, ça voudrait dire que, de par le passé, le gouvernement posait des actes et qui ont permis au peuple béninois de dire « nous avons un gouvernement responsable ». Et donc, celui qui prend la parole ne dit pas n'importe quoi. Ce qu'il dit, nous pouvons faire foi en ses propos et à partir de ce moment-là, on peut vaquer à nos occupations. Et quand le président de la République même a pris la parole, il dit à partir de ce soir même, vaquer à vos occupations. C'est-à-dire quand vous avez un chef d'État qui tient ce discours, un chef d'État, c'est extraordinaire, qui quitte sa résidence alors qu'il a vécu des crépitements d'armes en matinée. Et déjà dès le soir, il quitte sa maison pour se rendre à son lieu de travail, donc au palais de la Marina. C'est pour dire... Un acte qui a plus rassuré la population. C'est pour dire, quand il nous dit en réalité que le Bénin est au-dessus de nous tous, c'est en fait l'expression. C'est l'expression de ce que, oui, effectivement, le Bénin est au-dessus de nous tous. Parce qu'en ce moment-là, c'est sa vie pratiquement qu'il était en train de sacrifier. Il s'est rendu au lieu de travail pour parler à ses concitoyens. Et puis, même le lendemain, vous l'aviez vu, il a été habitué à pouvoir faire son bain de foule, même si ce n'est pas un populiste de nature. Il s'est retrouvé à sortir et il a eu des compatriotes qui l'ont rencontré et qui ont eu la chance d'échanger quelques mots avec lui. Et ça nous donne de la fierté. De la fierté. Ceux-là qui se sont retrouvés à formater ce coup aujourd'hui, ils sont en train de courir dans tous les sens. Ceux qui ont été déjà arrêtés, imaginez un peu le sort qui leur serait réservé. Ils vont répondre de ça avec la plus grande des rigueurs possibles. Voyez-vous, vous et moi, nous sommes libres. Libres parce que nous ne nous sommes pas retrouvés dans ce genre de scénario. Et donc, on va demander surtout à nos familles d'éduquer nos enfants. Parce que c'est une question d'éducation. Ce qui se passe là, c'est une question d'éducation. Si la patrie avant tout. La patrie avant tout. C'est Atemi. Vous faites penser à Thomas Sankara. Est-ce que vous pensez que le coup d'État déjoué pourrait être un point de départ pour de nouvelles réformes au sein de l'armée béninoise? Parce que, qu'on le veuille ou non, les raisons avancées prouvent que peut-être qu'il y a des velléités, des incompréhensions, oui, des divisions, oui, voilà, au sein de notre armée. Oui, ça s'entend qu'il y a des insatisfactions au sein de l'armée. Hier encore, j'ai vu circuler une vidéo d'un élément, un OPJ de la police républicaine. Déjà mis aux arrêts. Voilà, qui a dit... Insister dessus, qui a dit, j'en viens, je le ferai, c'est dans la structure de ce que je dois dire, qui a dit beaucoup de choses, mais qui a oublié qu'il était encore dans la tenue et que quand on est dans la tenue, il faut avoir plus de retenue pour pouvoir dire certaines choses. Dieu merci, il a déjà été mis aux arrêts pour donner l'exemple à ceux qui penseraient d'autres choses de ce genre-là. Je finirai cette parenthèse avant de répondre à votre question pour dire que quand on est dans un état de droit et qu'on a des choses à reprocher, il faut savoir le faire. Il faut le faire avec la tenue, il faut le faire avec la manière, mais il faut trouver le bon canal
pour pouvoir le faire. Parce que notre constitution, l'état dans lequel nous sommes, permet d'avoir des canaux pour pouvoir dire quand on n'est pas d'accord par rapport à une chose ou à une autre chose. Maintenant, pour en venir à votre question, je pense que ce coup d'État qui a été manqué, est-ce qu'il est en train de permettre, est-ce qu'il devrait faire réfléchir à ce qu'on puisse prendre des dispositions et des décisions pour régler certains problèmes au niveau de nos forces de l'ordre et de sécurité? Je le dis dans un cadre général comme ça. Je pense que oui. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. C'est vrai que plein de choses sont en train d'être faites. Dernièrement encore, il y a eu des avantages qui leur ont été légués à leur niveau. Mais je pense qu'on devrait avoir une base, notamment au niveau de l'état-major de toutes les forces, et pouvoir réfléchir à trouver les solutions idoines pour que les forces de sécurité, les forces de l'ordre puissent avoir satisfaction de ce qu'ils réclament. Et que l'on puisse être sûr que nous sommes dans un pays où notre sécurité est garantie et que les personnes qui assurent notre sécurité, les personnes qui assurent le maintien d'ordre et la sécurité sont totalement satisfaites. Parce que si elles ne le sont pas, on risque d'avoir des problèmes. Moi, il y a une chose particulièrement, c'est une petite parenthèse qui m'a dérangé. Que des personnes quittent la base de Tokben, circulent librement avec des chars et tout le reste, qui n'ont pas l'habitude de circuler et qui arrivent jusqu'à hauteur de la résidence du chef de l'État, essayent de faire un putsch et reviennent jusqu'au niveau de la SRTB sans qu'il y ait rien qui puisse les arrêter. C'est dangereux. Je trouve que c'est totalement dangereux. C'est peut-être que les gens ont pensé qu'ils étaient en train de faire un tour. Oui, ou qu'on est en train de bouger l'équipement, ou etc. Parce que c'est de l'armement lourd qui est sorti. Encore qu'à l'envers, le chef de l'État, on peut se dire que c'est possible, que c'est peut-être une mission, ou je ne sais comment l'expliquer. C'est quelle est la mission qu'on doit venir exécuter au domicile du chef de l'État avec autant d'armement lourd? Je me pose la question. Parce qu'à un moment donné, les éléments, il manquait de munitions, il fallait qu'ils puissent se renforcer. Ils ont laissé une troupe au niveau de la SRTB, ils sont repartis à Tokben pour se rééquiper. Et c'est là que mal a été pris. Heureusement que, je le mets entre guillemets, je ne suis même pas obligé de mettre des guillemets, les personnes qui ont essayé de faire ce putsch-là n'étaient pas des personnes super intelligentes, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la stratégie de ce qu'ils ont mis en place, mais il y a de quoi pouvoir s'interroger, s'asseoir et discuter de sorte à ce que les éléments... Je demandais qu'est-ce qui ne va pas exactement, au niveau de l'armée béninoise, réfléchir à pouvoir mieux satisfaire les volontés des uns et des autres, et pour le faire, il faut faire une chose qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire au niveau de l'armée. Il faut associer tout le monde, discuter avec tout le monde, donner la parole à tout le monde et pouvoir écouter tout le monde pour savoir réellement ce qu'il désire. Alors, la même question pour vous, Hugues-Hector Zogo. J'aurais souhaité que mon cher confrère se retrouve à passer quelques semaines dans les camps militaires pour savoir un peu ce qu'on appelle la discipline. Dans l'armée, ça ne se passe pas comme ça. L'armée, c'est toute une autre vie. Mais quand il y a des malaises? Non, il n'y a pas de malaise dans l'armée. Il n'y a pas de malaise dans l'armée. Le civil a cette manie-là de tout dire. Mais l'armée, c'est toute une autre hiérarchie. Celui qui rentre dans l'armée, même le même jour que vous, dès que son numéro matricule est au-devant de vous, bien que vous soyez rentré dans l'armée le même jour, il devient votre supérieur. Et il y a un certain nombre de codes qui est exclusivement, réservés donc aux hommes de l'armée. Et écoutez, je voudrais quand même revenir sur certains éléments dont Seth a fait référence tout à l'heure. N'oubliez pas que, en fait, ce qui s'est passé, comme le chef de l'État l'a dit, le Bénin a une âme. Le Bénin a effectivement une âme. Parce qu'en un premier temps, vous savez que le camp Guézo a été délocalisé. Le camp Guézo a été délocalisé de Cotonou pour Alada. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Tokben dont on parle,
c'est le président de la République qui a travaillé pour que l'on puisse installer cette base-là à Togouin. Parce que ce n'était pas une unité au niveau de l'armée. C'est le président de la République, Patrice Talon, qui a travaillé pour que nous puissions avoir cette unité-là. Et ce sont les élites de toutes les autres unités qui se retrouvent en réalité au niveau de Togouin. Et donc, c'est, je vais dire, au niveau de Togouin, pratiquement, ce qu'on a au niveau de Togouin, ce sont les meilleurs, les tireurs. C'est la crème. C'est la crème de notre armée qui se retrouve au niveau de Togouin. Imaginez, quand vous regardez même comment est-ce que la base a été construite, vous pouvez mesurer ce qu'on leur accorde comme prime, ce qu'on leur accorde comme avantage. Ce n'est pas une base comme le camp militaire de Ouidah, par exemple. On ne peut pas comparer les deux bases. Et puis, ils sont pratiquement au cœur de la ville. On parle de Fidji-Rossay. On parle de Fidji-Rossay. Et donc, comment est-ce que vous puissiez imaginer un instant que des gens qui s'étaient retrouvés au niveau d'autres unités, mais que vous avez trouvé, dont l'hiérarchie a trouvé qu'ils constituent en fait la crème de notre armée, qu'on puisse les célébrer et qu'on les retire donc pour en faire une autre unité. Comment vous pouvez imaginer que c'est dans ce lot-là que des personnes se lèvent pour tenter de déstabiliser le pays? C'est inimaginable. Malheureusement, quand on se réfère un peu à la sous-région, les coups d'État qui ont été organisés, on s'est rendu compte que ce sont les plus proches. On a vu plusieurs images qui ont circulé sur la toile et on se rend compte que celui qui a été le meneur de ce coup d'État manqué a été presque un enfant au président de la République. Presque un enfant. Donc il a déjà tout obtenu des mains du président de la République. Voyez-vous? Et donc quand on en arrive là, il y a des questions qu'on peut se poser. De quoi a-t-il besoin? De quelle discussion veut-on mener au point où la conséquence soit de déstabiliser toute une nation? Je n'en trouve pas. Parce que si vous déstabilisez la nation, et quand vous aurez ce dont vous parlez, la suite serait quoi? Là maintenant, à partir de cet acte qu'ils ont posé, ils ont laissé une tache noire dans l'histoire de notre pays. Le 7 décembre devient désormais une date dont on parlera à vie. Donc, est-ce que c'est... Quelle est cette manière-là de s'illustrer dans l'histoire? Je n'en trouve pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison, aucune raison de justifier un coup d'État. Aucune raison. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, il y a la hiérarchie. Il y a le protocole dans l'armée. Pour que vous puissiez vous prononcer, il y a le protocole. Mais Carole, les avantages qu'un militaire a, vous n'en avez pas. Et pourtant, regardez un peu tout ce que le président Patrice Talon a pu investir au niveau des forces de défense nationale de notre pays. Quand vous regardez les camps militaires aujourd'hui, vous posez la question de savoir si vous êtes exactement en Afrique. Je ne parle pas du Bénin. Vous posez la question de savoir si vous êtes en Afrique. Ça me fait mal. On aurait pu en parler, que notre réalisateur nous aurait permis d'avoir ces images-là. Prenez le camp, par exemple, d'Alada. Vous allez penser un instant que vous vous retrouvez en Europe. Pourquoi le président de la République a investi autant? Prenez le camp qui a été construit tout récemment à Ouidah. Regardez les bâtiments. Parce que le président de la République a voulu... Les infrastructures, oui, mais est-ce que... Écoutez-moi, le président de la République, il a voulu humaniser nos camps militaires. Parce que ce n'est pas possible. Vous allez au camp militaire, vous voyez des militaires, des pères de famille qui, peut-être, quand ils se retrouvent chez eux, se retrouvent dans des maisons climatisées, dans des chambres climatisées, d'accord? Mais quand ils se retrouvent au camp, malheureusement, même les matelas sur lesquels ils se retrouvent, c'est des matelas déchiquetés. Vous en avez la preuve? J'en ai la preuve. Vous en avez la Je preuve? vais au camp militaire. Nous allons poursuivre sur le même sujet. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est la police des débats. Oui, je voulais juste signifier que l'investissement que le président Patrice Talon a pu faire au niveau
de nos forces de défense nationale, et même au niveau, regardez, ça c'est le camp d'Alada. Vous-même appréciez. On se croit en Europe en réalité. Et celui qui s'est retrouvé, avec ces images-là, celui qui s'est retrouvé à porter le coup à notre pays, il s'est retrouvé avec ce tapis rouge-là. Non, mais c'est lui qui a présenté... c'est lui qui a présenté. La trompe. Comment on peut imaginer ça, hein? Le voilà pratiquement derrière le président de la République, je pense bien. Oui, bien sûr, c'était lui. Si je ne me trompe. C'était lui. Alors, quelle est la revendication qui puisse nous pousser à ça? On peut même laisser le président de la République et vous allez entendre ce que le président de la République lui a servi comme réponse quand il s'est présenté. Alors, nous allons évoluer, Hugues Hector Zogo, comme je le disais tantôt, et on reste sur le même sujet. Je crois que c'est Matin Libre qui en parle ce matin. Tentative de coup d'État, soutien à l'armée béninoise, Bénin-Nigeria, la preuve d'une solidité des relations. Alors, je commencerai par vous, cette Atemi. Quels sont, selon vous, concrètement, les intérêts personnels du Nigeria dans la stabilité politique du Bénin? Le Nigeria a beaucoup à gagner que le Bénin soit un État stable. Parce qu'on le veuille ou non, contrairement à ce que les gens pensent chez eux tranquillement, le Bénin apporte beaucoup au Nigeria. Beaucoup au Nigeria. Notamment seulement en termes de céréales. Je n'aborderai que ce domaine-là. Donc le Nigeria a intérêt à ce qu'il y ait de la stabilité au Bénin. Maintenant, au-delà, le Nigeria se trouve être le pays de la CEDEAO le plus proche, enfin l'un des pays de la CEDEAO le plus proche de nous. Et donc quand les choses ont commencé à passer au vinaigre, le chef de l'État, naturellement, a appelé ses compatriotes de la CEDEAO, il fallait qu'on puisse agir. Au niveau de la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle une force en attente, qu'on a déjà mise en application et en exercice dans plusieurs autres pays de la CEDEAO, notamment le Libéria, la Sierra Leone, et même au Mali, la force a déjà intervenu, même en Côte d'Ivoire, etc. Et donc cette force en attente, là, il fallait pouvoir l'activer. Donc cette force a été activée. Le pays le plus proche, c'était le Nigeria. Heureusement, ils avaient, je veux dire, des forces qui pouvaient agir rapidement. Et donc, ces forces-là ont agi et ça a profité au Bénin. Maintenant, au-delà, la relation bilatérale... Justement, c'est ma question. Oui. Pensez-vous que ce soutien impacte la coopération bilatérale entre les deux pays? Oui, il vient renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Il vient apporter un autre acte, voilà, de franchise de la coopération qui est entre les deux pays. C'est vrai qu'il y avait eu des remous, vous l'avez vu, et les remous ont été, oui, bien sûr, ont été corrigés, notamment par un acte fort, l'arrivée du président nigérien ici pendant la célébration de l'anniversaire d'indépendance de notre pays et qui a donné un acte fort de cette nouvelle coopération entre les deux pays. Et aujourd'hui, il s'est fait que le Nigeria devrait agir pour pouvoir aider le Bénin. Cela a été fait. Et c'est bien que ce soit fait. Les uns et les autres devraient aujourd'hui pouvoir penser que le remous qu'il y a eu, ou la brouille qu'il y avait eu entre le Bénin et le Nigeria est aujourd'hui un acte du passé. Cela ne reviendra pas parce que les deux chefs d'État ont déjà pu discuter, les deux nations ont déjà discuté. Qu'ils vous souviennent qu'il y a seulement quelques mois, le ministre des Affaires étrangères du Bénin était au Nigeria pour de nouvelles discussions, pour de nouvelles bases de coopération. Et donc, je pense qu'entre les deux États, tout va bien et c'est bien que tout puisse aller bien parce que autant le Bénin que le Nigeria, l'un et l'autre ont besoin enfin, les deux ont besoin l'un de l'autre et vice-versa. Donc, c'est ce que je dirais. On en parlait sur ce plateau déjà hier avec les débatteurs de Matin d'Éden hier. Pensez-vous que cette intervention ou la présence de ces forces extérieures assurant aujourd'hui la sécurité des Béninois et des Béninoises pourrait ou va entraîner une dépendance sécuritaire du Bénin vis-à-vis du Nigeria? Non, pas du tout. Je ne le pense pas du tout.
Nous n'avons jamais dépendu de façon sécuritaire du Nigeria. Je trouve que le Bénin a une armée qui se suffit. Le Bénin a une armée qui suffit pour sa sécurité, pour la sécurité de chaque Béninois. Donc nous sommes totalement autonomes. Et de plus en plus, les choses se renforcent, se modernisent, j'ai envie de dire, au-delà de l'humanisation qui est en train d'être apportée, notamment sur un point de vue infrastructurel. Je pense que c'est une armée qui se suffit, qui travaille jour et nuit pour pouvoir aujourd'hui et demain davantage être à la hauteur des tâches qui lui sont confiées. Donc je pense que le Bénin est un État souverain, totalement souverain, et sur un point de vue sécuritaire, sur un point de vue de l'armée, je pense que notre souveraineté, nous ne l'avons pas à dépendre de quelqu'un, nous ne l'avons pas à le devoir à un État ou à une tierce personne. Le Bénin est un État dont la sécurité et dont l'armée se suffit totalement. Donc, penser un jour que nous sommes dépendants de tel ou de tel autre, non, je pense que nous ne le sommes pas du tout. Cette situation est arrivée et c'est pour ça qu'au départ de ma réponse, j'ai expliqué un peu que c'est pour la force en attente existant au niveau de la CEDEAO que cela a été fait. Donc, je pense que tout va bien. Et je crois que cette force en attente, si je ne me trompe pas, Hugues pourrait m'aider dans mes souvenirs, elle existe depuis 1996, si je ne me trompe pas. Depuis 1996. Voilà. Alors, ma dernière question, le soutien du Nigeria au Bénin pourra-t-il renforcer le leadership du Nigeria au sein de la CEDEAO? Carole, renforcer le leadership du Nigeria au sein de la CEDEAO, c'est vrai que la question que vous posez, elle est maligne, mais elle soulève beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'au niveau de la CEDEAO, dernièrement, le Nigeria, qui était tout en avant, a perdu un peu de place. De sorte à ce que nous remarquons aujourd'hui qu'il y ait des pays, notamment francophones, qui prennent un peu le dessus du lead au niveau de la CEDEAO. Je veux penser à la Côte d'Ivoire, je veux également penser au Bénin, qui ont été très actifs dans les remous qui ont secoué la CEDEAO. Et quand je parle de remous qui ont secoué la CEDEAO, je veux parler de la partance de certains frères qui aujourd'hui se trouvent être du côté de où vous savez. Et donc le Nigeria a perdu un peu, j'ai envie de dire, d'élan par rapport au leadership qu'il avait au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est en train de revenir petitement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la présidence de la CEDEAO est gérée, si je ne me trompe pas, par la Sierra Leone, si je ne me trompe pas. Mais le Nigeria revient petitement. Et si cela peut lui permettre de revenir davantage et de tenir ce lead de façon solide et de façon beaucoup plus diplomatique, et je pense que ce serait bien à notre avantage, parce qu'il se trouve que nous avons une position géographique qui nous avantage tout à fait par rapport au Nigeria. Et donc, je pense que ce serait bien. Et je pense un peu aux années antérieures où le Nigeria avait tenu le lead sous le règne de Obasanjo. Et c'était super bien, tout allait bien. Tant qu'il y avait un problème, les problèmes étaient résolus et de façon facile. Chacun se demandait, mais comment il faisait pour résoudre toujours les problèmes? Si ça peut revenir comme ça, ben je pense que ce serait bien. Ce serait davantage bien. Alors, Hugues Hector Zogo, partagez-vous la lecture de cet ATMI? Non, je pense quand même que le Nigeria, c'est très rapidement la plus grande puissance d'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Et les autres États essayent quand même de reconnaître cette suprématie-là. Quoi qu'on fasse, ça va être très difficile de détrôner le Nigeria. Déjà, dans quelques années, ils vont se retrouver encore surpeuplés. Et quand je m'intéresse un peu à l'histoire politique de cette nation-là, je me rends compte que c'est des gens qui, en termes d'armement, en tout cas leur armée, c'est quand même une armée très pratique. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs que les gens ont peur de se rendre souvent au Nigeria? C'est parce qu'ils vous diront, attention, leur militaire ne badine pas. Pas du tout. Pas du tout. Donc, pas du tout. Parce que dès qu'on vous... En fait, c'est la discipline. L'armée, c'est la discipline. Dès qu'on vous dit, n'allez pas là, vous faites autre chose, vous aurez la sanction, que vous soyez civil ou militaire. Voyez-vous. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, on peut me mettre emmené à se poser la question de savoir, est-ce que la présence de forces étrangères, en l'occurrence donc les Nigériens, nos frères nigériens et nos frères ivoiriens, est-ce que leur présence ne pourrait même pas empêcher
l'organisation des élections dans notre pays. Beaucoup de concitoyens se posent cette question, par exemple. Mais en réalité, le président Patrice Talon a déjà tranché sur cette question-là. Il a déjà tranché déjà le soir où il s'est rendu au palais de la présidence, où il dit, dès ce soir même, vaquez à vos occupations. En disant ça, c'est pour dire la République se porte bien. À partir du moment où la République se porte bien, il n'y a plus de difficultés. La preuve, l'institution en charge d'organisation des élections dans notre pays, la Sénat, est en train de faire dérouler son agenda sans aucune difficulté. Donc pour moi, vous avez vu, il y a un an, on a eu la chance d'avoir les Nigériens à notre fête de l'indépendance. Ils étaient là. Et au cours de cette année, on a eu les Ivoiriens. D'accord? Donc ça voudrait dire que la diplomatie qui se vit au niveau de nos casernes aussi est en train d'avoir de l'influence. Regardez le laps de temps qu'il aura fallu au Nigeria pour intervenir. Voyez-vous? Merci. Donc, pour moi, je me dis, oui, on avait besoin de cette force-là parce qu'il ne fallait pas laisser perdurer la situation. Encore que ce sont nos généraux qui ont fait des écoles de guerre et qui maîtrisent les stratégies à mettre en place pour faire face à telle ou telle situation. Merci Hugues Hector Zogo pour ces détails. Merci Seth Atemi.